Ah, tu vois, aujourd'hui, il y a un mec qui va venir, c'est un grand champion de Muay Thai. C'est un moine. C'est un moine et il fait du Muay Boran, c'est du Kung Fu thaïlandais. Mais moi, j'ai pas peur. Parce que moi, je fais du Kung Fu mi-feuge, mi-raisin. Et il est là. Regardez, il est là. Et il était très dur. Par exemple, si je perdais un combat, je rentrais, le lendemain matin, il venait me chercher et je me tapais le parcours du combattant de l'armée de terre 5 fois. 2 semaines avant le combat, on se redonnait rendez-vous à minuit en bas de chez moi. On partait en forêt, il y avait plein de boxeurs et j'étais lâché comme un lièvre. Je devais partir d'un point A à un point B. J'avais tant de temps. Si je me faisais gauler, il me remettait dans la bagnole, il me remettait 1 kilomètre en arrière. Tu prenais des machines à laver, des trucs comme ça, t'as gagné des trucs et comme j'ai ça gagné surtout des billets, en fait, je sortais. avec les billets dans la bouche. Voilà. En fait, les parieurs m'appelaient, ils me donnaient 15 000, 20 000 bahts comme ça. À l'époque, ça. 20 000 bahts, le mec, C'est énorme pour l'époque. il savait en fait comment battre mes adversaires. En fait, le mec, il étudiait l'adversaire et il me préparait la stratégie qu'il mettait, ça marchait tout le temps. Si je l'écoutais, je gagnais. Ouais. Si je l'écoutais pas, si je commençais à faire le franjo, je fais ce que je veux, Ouais. je prenais des coups. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très particulière. Vous savez que en interview, je reçois des gens exceptionnels, des gens formidables, des gens qui ont une carrière ou un passé hors du commun. Aujourd'hui, je reçois une personne hors du commun, une personne exceptionnelle, formidable, une personne que j'adore, un super combattant, une dinguerie, on peut le dire aujourd'hui, une dinguerie. Il est même gênant tellement il était fort. C'est une personne qui a eu plein de vies, et c'est une personne qui s'est trouvée et que j'adore et que je reçois aujourd'hui, et je suis content parce que on a un peu galéré parce que c'est à cause du temps. Je reçois Fabrice Payen, c'est un grand, immense champion de Muay Thai et grand maître de Muay Boran. Ça veut dire le mec qui est champion en Muay Thai et grand maître en Muay Boran. Et bien sûr, moine bouddhiste, ça va avec. Bon, il est là. Allez, viens Fabrice. Ah, ça, on va pas déconner non plus. Hein. Voilà, je reçois Fabrice Payen, grand champion de France, champion d'Europe, champion du monde de Muay Thai. Le premier européen, le premier occidental blanc à être classé au Rajadhanam. Tu as été classé 10e. 7e, 5e, 3e. En quelle année? 88 à 90. Ce qui est pas mal, hein. C'est-à-dire que les gens ils savaient même pas que la boxe thaïlandaise existait. Toi, tu étais déjà classé en Thaïlande. On va faire un interview exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à toi. Fabrice. Bonjour André. Attends, parce qu'on vient de faire un truc marrant, Ah ouais. c'est vrai. Je suis tellement content de te recevoir. Moi aussi. Il était temps. Merci. Voilà. Ah, je suis tellement content de ça. Donc aujourd'hui, on reçoit donc, comme je l'ai dit auparavant, Fabrice Payen. Bon, Fabrice, on parle de Muay Boran, on parle de moine bouddhiste, on parle de ceci, de cela. Mais quand même, il faut que tu racontes ton histoire du Muay Thai quand même. Ouais. Parce que t'es un pur produit du Muay Thai. Ah, c'est clair. T'es né où? Je suis né en région parisienne, quoi, dans le 95, à Beaumont-sur-Oise. Mais mes parents sont des ch'tis en fait. D'accord. Je suis un vrai ch'ti. Ouais. Mon père était militaire, il a été muté à Évreux. Évreux. Et du coup, je suis arrivé à Évreux ensuite. En Normandie. Ouais, en 68. Ah ouais, d'accord. Et j'ai fait toute ma vie à Évreux. Mais t'habites toujours à Évreux. Et j'habite toujours dans ma ville natale. D'accord. Donc à Évreux, tu démarres par quoi comme sport? Alors au début, je faisais du judo, mais j'aimais pas ça en fait. Mon père me forçait à y aller, donc j'y allais à contre-cœur. Maintenant, je trouve qu'il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et après, j'ai été footballeur. En fait, j'étais un super footballeur parce que je me suis aperçu qu'en fait, j'aimais vraiment les choses individuelles, même en équipe. J'étais gardien de but Ah ouais. et j'étais à fond, quoi. Ah ouais. Comme j'ai fait la boxe en fait. J'étais Gardien de but, t'étais? J'ai fait pupille, poussin, pupille, minime, cadet. Et j'ai arrêté. Et après, t'as arrêté. Ouais. Après, j'ai une opération des genoux où je peux plus rien faire pendant quelques temps. Et après, je découvre le... Alors attends. Est-ce que tu découvres directement le Muay Thai ou tu passes par, comme tout le monde, karaté, Non. Kung Fu, Muay boxe? Direct Muay Thai. Ouais, direct Muay Thai. Ah, c'est génial. Alors j'étais un fan de Kung Fu, Ouais. David Carradine. Ah, la série, j'adore cette Je série. regardais les séries. Attends, les gens ils parlent de. Mais c'était une série dinguerie ça. Ça C'est est cool. ouf. Petit scarabée, c'est Ah génial. ouais, c'était trop fort. Et du coup, ça m'inspire. Après, bon, comme tout le monde, Bruce Lee a été la légende qui m'a vraiment
aimer l'art martial en lui-même et surtout la culture. Et après, après, il se passe plein de choses en fait. La première chose, c'est que j'apprends que j'ai une maladie de Crohn. Je sais pas si tu connais la maladie de Crohn. Donc je me dis, ça y est, ma vie est foutue, je pourrais plus rien faire, je vais me faire opérer de l'intestin, enfin bref. Donc du coup, une très mauvaise nouvelle. Bon, après, je n'ai pas eu une adolescence facile avec mon père. Enfin, ça a été très très difficile. Et là, je me dis, il faut que je me sauve. J'ai un super ami qui est mort il y a 2 ans, malheureusement, qui était vraiment quelqu'un qui, grâce à lui, je peux le remercier. C'est lui qui, un jour, qui me dit, je fais de la boxe thaï, viens voir. Et je rentre dans une salle à la Madeleine. Donc à Évreux, la Madeleine, c'est une petite cité. Et là, je vois... Qui donne les cours? Alors là, c'est Stéphane Salin. Stéphane Salin, ça a été mon entraîneur. Ouais. Et du coup, je rentre dans la salle, ça frappe au pas haut partout. Il y a à peu près 40, des duos de 40 personnes qui frappent à haut. Je me dis, putain, c'est un truc, ça, je kiffe. Et là, je rentre dedans. Et attends, tu te rappelles à peu près l'année? 84. D'accord. Ouais. Ah, c'est au tout début, hein? Tout début. Ouais. 84, je rentre là-dedans et je deviens accro. Ouais. Maladie de Crohn disparaît. Plus de maladie de Crohn. C'est bizarre quand même, hein, parce que c'est une maladie quand même... Ouais. Et là, je commence à fumer. Donc du coup, putain, je fais mon premier classé, au bout de 2e round, j'ai cru que j'allais me vomir dessus. T'as vu? Plus de jus. Plus de club après. Plus de jus, t'avais plus de jus. Plus de jus, plus rien. J'ai gagné quand même, et j'ai fait un combat de merde. Quoi. Ouais. C'était vraiment de la merde. Et du coup, après, je m'accroche, je m'entraîne tous les jours, matin, soir, dimanche. Ça devient une passion? Ça devient une passion directe. Mais est-ce que tu t'accroches à la boxe parce que c'est une passion? Est-ce que tu t'accroches à la boxe parce que c'est ça qui te permet de t'accrocher au reste? Parce que pour moi, c'est une reconnaissance. Ouais. C'est vraiment la reconnaissance de moi-même, en fait, par rapport à l'autre. Ouais. Et moi, j'ai pas eu la chance hein, d'avoir les médias. Enfin, je viens de la banlieue, comme Joe, en fait. Lui, il vient de l'ancienne, moi, je viens du... Et il a fallu qu'on prouve qu'on avait notre place à prendre. Donc, du coup... Toi qui viens de la province, c'était plus difficile pour les boxeurs de province dans les années 80-90. Tu te rappelles, hein, vous n'étiez pas nombreux. Il y avait toi, il y avait Joe Prestia. Ouais. Il y avait 2, 3, vous étiez 4-5, pas plus. Je ne me rappelle plus les noms, mais ça va revenir. Non, du coup bah, je boxe. Alors je commence à boxer, mais moi je boxe partout. Enfin, je boxe le samedi, je boxe, mettons, à Chartres. Ouais. Le soir, je suis à Nanterre. Le lendemain, je suis à Paris. Enfin, je fais des combats. C'est pas un truc de... 3 combats. Bah, oui, mais bon, et puis attends, parce que là, on parle des années 80, il n'y avait pas de protège-tibias. Oui, bah oui, il n'y avait rien. Pas de coudière. Bah oui, bah non. Juste une coquille, un short et une paire de gants. Et encore, la coquille, c'était même pas la tienne. C'est vrai en plus, ça. Et du coup, je boxe tout le temps. Enfin, je boxe. Les mecs, s'ils avaient su le combat que j'avais fait avant, le pet que j'avais sur la cuisse, ils me mettaient un coup, je tombais. Hein. Ouais. Mais en fait, comme je faisais beaucoup de corps à corps, j'arrivais à faire beaucoup de combats en fait. Ouais, je me rappelle. Je me préservais beaucoup des coups à distance et du coup je prenais pas trop de coups, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Tu verrouillais, je me rappelle. Corps à corps. Tu tournes, tu verrouilles. Bon, je me tapais des 25 rounds de corps à corps par cours, avec des fractions entre chaque round, avec des mecs neufs à chaque fois qui venaient pour me détruire. Et moi j'ai une petite question, excuse-moi. Stéphane, est-ce que c'est la légende ou c'est vrai? Est-ce qu'il te faisait faire du pow après les combats dans les vestiaires? Tout le temps. Et ça c'est... Parce qu'il y en a qui disent ouais... parce que moi j'ai jamais été dans tes vestiaires, mais on m'a dit ouais Stéphane, une fois que t'as fini, tu fais faire du PAO. Pourquoi il faisait ça? Je faisais un 5-2-3, je rentrais, je faisais 7 rounds au PAO. Mais pourquoi il faisait ça? Pour continuer l'entraînement. Et c'est vrai qu'il mettait des tartes? Alors j'avais toujours la claque, parce que tout le monde disait ça dans le public, claque. Parce qu'en fait, quand tu montais, il te faisait un... c'est une grosse truc qui te cinglait bien, et là tu partais. Enfin, c'était un ancrage en fait, qui nous mettait. Et bon, ça marchait bien, mais après, voilà, donc... Attends, quand même, il faut dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, dis-leur combien de combats t'as fait en Muay Thai? 200. Ouais. 200 combats, 175 victoires et match nul et défaites. Ouais. Encore. Ouais. Et après, j'ai fait 25 combats en anglaise. Ouais. Donc ça, j'ai bien aimé parce que je kiffais. C'est bien l'anglaise, hein. Puis en plus, dans les années 80, on se levait tous en Canal+ pour les combats toute la nuit de Duran. Mais il y a une odeur particulière dans la boxe anglaise. On est d'accord ou pas? Non, le Muay Thai, c'est une culture, c'est une identité. Mais la boxe anglaise, ça reste la boxe anglaise. T'es d'accord ou pas? Ah ouais, c'était excellent. Franchement, j'ai des... Tu t'en faisais où, à Évreux aussi? Ouais.
Alors j'ai boxé à Évreux, donc je boxais... Pour le club de boxe taille ou pour le club non, de... le club d'anglaise, mais je m'entraînais pas chez eux, je m'entraînais avec Stéphane. Ah d'accord. Parce que je faisais pas de l'anglaise. L'anglaise française, c'était très de profil, la française, quoi, la Marcel Servan. Ouais. Moi j'étais plus boxe cubaine, tu vois, à la De La Hoya, tu vois. Ça bouge partout. Donc voilà, puis je bougeais beaucoup. En fait, moi j'étais quelqu'un qui me déplaçait beaucoup. Ouais. Et au début, les tailles, ils aimaient pas ça parce qu'ils me disaient, il faut que tu sois à la taille, plus statique. Mais moi je pouvais pas, il fallait toujours que je me déplace. Et non mais tu aurais perdu des combats si tu avais été statique. Bah oui, c'est leur métier. C'était pas du tout. Donc tu as fait 200 combats. On peut dire aussi aux gens, faut que tu donnes des noms, les mecs que tu as boxé. J'ai boxé tous les tailles qui vivaient à Paris. Attends, les Français que tu as boxé. J'ai boxé Joe Prestia. T'as boxé Joe Prestia. Que j'ai battu au point avec une grosse appréhension parce que Joe c'est quand même un client et c'est un champion. Donc il a fallu, la stratégie c'était de pas jamais rester en face de lui. Ah bah. Ça je m'en rappelle bien, tourner et travailler. J'ai boxé Dida, mon premier championnat d'Europe en fait, que j'ai battu au point. Il a été compté au 3e round. En plus Dida, bon j'avais boxé des boxeurs qu'il avait boxé avant, parce que j'avais boxé Stuart Ballantyne. Je me rappelle, le frère de Gilbert, le Hollandais. Il avait mis KO Dida au 5e round. Celui qui était handicapé d'une jambe. Ça faisait même pitié de le boxer parce que le mec tu le voyais avec une jambe. Mais il était trop fort. Il était vraiment très fort. Mais il cognait, hein. Et tu l'as battu ou pas? Ouais. Alors je l'ai battu en fait, arrêt de l'arbitre au 4e round. Je lui ai mis un coup de genou dans l'arcade, il est ouvert. Arrêt de l'arbitre. J'ai battu après tous les Français qu'il y avait, Philippe, du Memrod, les clubs d'Omar, toute la Farouk, enfin tous les mecs qui étaient vraiment au top à l'époque. Farouk, Bouddha. Les boxeurs de Sam Berandou aussi, Quider. C'était l'époque où il y avait vraiment il y avait vraiment une grosse. Et après j'ai boxé tous les tailles. J'ai boxé Youssop. Putain. Tu l'as battu Youssop ou pas? Ouais. Oh putain. J'ai boxé Van Up. T'as pas battu Van Up? Je l'ai battu par KO. Non. Et je vais te raconter l'anecdote, c'est que 3 semaines avant, je m'entraînais un samedi après-midi avec Salin. Et je lui mets une gauche dans le nez. À qui? À Salin. Et il accepte pas la gauche, il me met un coup de genou dans les couilles et j'avais pas de coquille. J'ai une testicule comme ça. Où je pouvais plus m'asseoir en fait. Dès que je m'assevais, le sang redescendait, c'était une horreur. Donc je me suis entraîné quand même parce que lui, il n'avait pas annulé le combat. Donc j'ai boxé Van Up avec un œdème. Voilà. C'est dangereux, t'aurais pu mourir, non? Oui, je l'ai boxé en fait, je l'ai battu au 4e round. Après j'ai boxé Kitty. T'as fait quoi? Parce que Kitty c'est un phénomène. Technicien de fou. Il avait boxé aussi Joe Prestia. J'ai boxé Daris, le frère de Youssef. Alors qu'est-ce qu'il a fait? T'as fait quoi? Putain, Daris pas mal. J'ai battu Lomisan 2 fois, sur Tanikoul. Del Mansourine. T'as fait quoi avec Dan? J'ai perdu au point. Ouais, fort Dan. Et Den Nanai, un taille qui avait boxé. Et après, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que j'ai pas oublié encore? Ouais, plein. Non, Daris. Attends, juste te coupe une chose. Tu boxes. Lamkong, 2 fois. Tu fais quoi avec Lamkong? Un match, une défaite. Lamkong, il mettait KO tout le monde. Il t'a battu comment? Au point. Ah ouais, t'as de la chance. Tu sais que tu t'en sors bien. Hein, parce qu'il mettait KO tout le monde. Mais c'était un rouleau compresseur. Ah, et puis en plus, il cognait fort. Quand tu connais le mec en plus dans la vie. Il est gentil de fou. C'est un amour. Et sur le ring, c'était un tueur, quoi. Alors, tu fais des combats. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier championnat de France? Alors, c'était contre Philippe. Un boxeur de Memrod, d'Omar. Philippe Renac. Voilà. J'ai grandi avec Philippe, on t'embrasse Philippe. Embrasse-le, il nous écoute. Il est passé me voir il n'y a pas longtemps. On était ensemble à l'école. Il était super fort. Technique, hein. Très technique, Philippe Renac. Et je le mets en fait, je le mets KO au 2e round sur une rotation coup de genou au foie. Coup de genou circulaire. Une rotation et bam, je lui mets un coup de genou. Pourtant il était fort encore. Ouais. Et tu le bats, putain, tu bats Philippe Renac. Ah, j'ai le seum parce que j'ai grandi avec lui. C'est un super boxeur, hein. Vraiment, respect à lui. Et puis, tu sais, tous les boxeurs, je les respecte. Alors, moi, j'ai pas de coupe chez moi parce que je donnais toutes mes coupes. Ça, c'était Salin qui me disait, tu donnes ta coupe, C'est bien, c'est bien. J'ai dû garder mes ceintures. Alors, attends, tu bats Philippe Renac. Ensuite, tu te rappelles, avant, on en faisait plein de championnats de France, championnats d'Europe. Alors, moi, j'en ai fait qu'un. Et après, j'ai fait mon premier championnat d'Europe contre Dida. Ah ouais, d'accord. Donc, je bats Dida. La seule chose que Chakurekis avait dit, parce que c'était Tom Haring, le responsable de la fédération européenne à l'époque, il dit si jamais le gagnant de Dida ou moi devra boxer Gravenberg, qui était le challenger. Très fort Gravenberg. Donc je bats Gravenberg qui avait boxé Samsung juste avant. Et très fort Gravenberg. Très fort. Tu le bats? Je le bats au point, mais il était en dur. Colère, en colère. Il me regardait comment parce que j'allais pas sur lui. Moi je rentrais pas dans le truc. Mais par contre qu'il m'a mis 2 low kicks, je peux t'assurer à la hollandaise, qui retombe bien. Je m'en rappelle encore. Donc du coup je le bats. Donc après je bats un autre Hollandais qui se foutait de ma gueule lui.
Laïc, un Hollandais qui était chez Kurikis aussi. Comment ça s'appelait? Un tout petit Hollandais, yougoslave, Laïc. Ah, je me rappelle plus de celui-là. Et en fait, lui, à la pesée, comme j'avais des cheveux, et j'étais fin, je faisais 63 kilos, donc il sautait ma gueule. Ah oui, je fais en brosse. Et lui, pareil, je l'ai mis KO au premier round. Ah bah c'est bien. Voilà, et on s'est revus, parce que j'avais fait un stage chez Fred Royers. Et c'était un élève à Fred Royers, et quand il m'a vu arriver, j'ai dit putain, il va essayer de me sécher ou pendant le cours, et en fait, super respectueux. Ouais, c'est les combats. Hein. Voilà. Ah, donc tu fais combien de championnats d'Europe quand même? 4. Tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de championnat d'Europe de boxe taille, t'es au courant? Tu sais que ça a disparu, c'était génial. 4, donc tu bats 2 Hollandais, un Français, donc Dida, Gravenberg, Laïc, et tu te rappelles du 4e? Alors, il y avait Gravenberg, Dida, Laïc. Et Lucien Doroy aussi, j'ai boxé. Ah, Lucien Doroy, le franco-belge. Enfin, on l'embrasse, moi je l'adore, Ce Lucien. mec, c'est un tueur. Il est gentil de fou. C'est un sacré champion. Solide, hein. Abdel Kandili. Il a boxé tout le monde. Il a boxé au Japon. Enfin, c'est un mec qui. Moi, il a battu un de mes élèves pour un championnat. Non, il est très très fort, Lucien. Je l'adore, Lucien. Son entraîneur, c'était Dègre, Christian Dègre. Christian Dègre. Qui est en Belgique, qui fait des galas de fou. Il lui trouvait des combats, il disait jamais non, quoi, Lucien. C'est un guerrier. Tu sais qu'il organise, Christian Dègre qui organise des galas en Belgique, mais à Mons, du côté de Mons. Bah moi j'allais là-bas avant avec ça. On allait en Yougoslavie, on allait en Pologne, on allait un peu partout. Les Russes, ils faisaient les Russes. On prenait le bus. Et j'ai battu aussi un mec qui était important parce que Rémi Kazan. Rémi Kazan. Alors, tu sais que Rémi Kazan, c'est comme mon petit frère. Hein. Enfin, je suis comme son petit frère. Rémi Kazan, c'est un mec de. D'Épinal. Non, à côté d'Épinal. Il est de Charmes. C'est un tueur. Solide, hein. Et tu l'as battu? Ouais. Parce qu'il était solide. En fait, j'arrive et on avait été tombé en panne de voiture, on avait été obligé de pisser dans le. Il n'y avait plus d'eau. Tous pisser dans une bouteille pour mettre de l'eau. Mais ça, c'est la fin des années 80, ça. Et du coup, on arrive là-bas, j'ai mis les bandes, je suis monté sur le ring, j'étais mort, quoi. Mais il était solide, Rémi. Hein. Petite taille trapue, je l'adore. Je suis en contact toujours avec lui, moi. C'était vraiment le. Dur. Puis en plus, lui, il a une vie dure. Moi, je l'adore, j'adore. D'ailleurs, il le porte sur lui, tu vois, tu sens que le mec, il est. Mais il est gentil, Rémi Kazan, de Charme, enfin tout ça. Il a commencé à Épinal, enfin bref. Ah, t'as boxé du lourd. Alors, pour les gens d'aujourd'hui, les gens ils te connaissent surtout à travers le Mouet Boran. Voilà, c'est vrai qu'ils te connaissent. Moi, quand on me dit Mouet Boran en France, on me dit Fabrice Payen. Mais y a pas, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que tu as été un immense champion en Muay Thai. Parce que tu as un pur produit du Muay Thai. Exactement. Comment ça s'est passé? Alors, déjà, la première chose, ta relation avec ton entraîneur Stéphane Salin. Alors ma relation avec Stéphane Salin en tant qu'entraîneur, je peux que le remercier parce qu'il m'a vraiment amené, grâce à lui que j'ai eu ce niveau, mais côté psychologique c'était très très dur en fait. C'était quelqu'un de, je sais pas le mot, un peu narcissique, pervers narcissique, tu vois. En fait mon père est mort et il a mis le grappin sans moi, donc il dirigeait ma vie en fait. Et comme moi j'étais jeune, il avait le pouvoir de me faire croire que si c'était pas lui qui m'entraînerait, j'arriverais à rien. Donc j'ai tout donné au maximum. Alors je lui dois beaucoup. Mais est-ce que s'il n'avait pas été comme ça, t'aurais peut-être pas été aussi loin? Peut-être. Non, mais oui, mais en fait, il m'a quand même laissé des traces négatives. Que même moi, après, j'ai eu des comportements avec des gens que je regrette beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai fait des choses à des gens que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu cette. Après, je suis responsable de tout ça, mais je veux dire, j'ai vraiment été formaté comme ça en fait. Et il était très très dur. Par exemple, si je perdais un combat, je rentrais. Le lendemain matin, il venait me chercher et je me tapais le parcours du combattant de l'armée de terre 5 fois. Je sautais de la girafe à l'envers. On faisait des stages commando. Alors avant le combat, en fait, 2 semaines avant le combat, on se redonnait rendez-vous à minuit en bas de chez moi. On partait en forêt. Il y avait plein de boxeurs et j'étais lâché comme un lièvre. Je devais partir d'un point A à un point B. J'avais tant de temps. Si je me faisais gauler, il me remettait dans la bagnole, il me remettait 1 kilomètre en arrière. Et si je me faisais pas gauler, si je ratais le truc, il partait en voiture, je rentrais à pied. Je me tapais 20 bornes à pied. Putain. Et je faisais un stage commando. Si je ratais le stage commando, il venait me chercher et je me faisais défoncer en fait. Et après, si je T'avais peur un peu de lui? Bah ouais. Non mais je veux dire, t'as une peur psychologique? Beaucoup de gens avaient peur de lui. Ah ouais. C'était un fou. Ah ouais, Stéphane? Pourtant, il était hyper sympa, mais j'aimais bien. Gentil. Non, mais c'est un peu Dr Jekyll et Mr. Oui, c'est ça. Et j'ai ma meilleure amie qui s'est suicidée chez lui, et là, ça a été le choc traumatique pour moi, parce qu'un mois après, on a fait un gala à Évreux, il est monté sur le ring avec le peignoir plein de trous derrière, parce qu'en fait, elle s'était suicidée avec son fusil à pompe chez lui, et elle avait mis son peignoir.
Voilà, c'est bien, c'est bizarre. Tu vois, ouais. il est monté sur le ring, il a fait une démonstration avec son C'est glauque couloir un peu, plein de quand trous. même. Ouais. Et après, il est parti. En fait, il a quitté la Normandie parce que je pense qu'il fallait qu'il parte, quoi. Ah ouais. Mais bon, il a fait beaucoup de mal, quoi. Moi, il m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Moi, Il t'a fait beaucoup de bien. Oui, voilà. En fait, c'était où il t'a Dans ma vie privée, en tout cas, il m'a fait beaucoup de mal. Il t'a fait beaucoup de très bien au niveau sportif, mais au niveau psychologique, ça a été. Ouais, il m'a fait des trucs parce que j'ai quitté, en fait. Et moi, je savais plus où aller. Donc, du coup, c'est. Parce que tu vas chez Omar à un moment, en émeraude. À la fin. Ouais, à la fin, tu vas à Stein. Après, je vais à Cabourg, à Dives-sur-Mer, chez Daniel Guillet. Ouais, Daniel, Qui est un d'accord. super promoteur que je remercie aussi parce que si j'ai fait tous ces combats de Joe Prestia, Joe Prestia, en fait, il prenait 9000 francs à l'époque pour le combat et moi je prenais 3000 parce que sinon il pouvait pas organiser. Ouais. Je m'en foutais de l'argent. En fait, moi j'ai pas boxé pour l'argent. Les gens croient toujours qu'on. Mais tu peux pas. Mais non, explique bien que la boxe, il n'y a pas d'oseille. Il y a pas d'argent. Non, on est d'accord. Ah ben non. Non, il n'y a pas. En boxe Parce que toi, anglaise, tu as un travail à côté là. Ah bah oui. Oui, je non, mais ce que travaille. les gens ne se rendent pas compte. Et du coup, ça s'arrête, tout s'arrête et Daniel, le seul regret que j'ai, c'est que je boxe, je fais un combat à Cherbourg, je rencontre le champion de France de kickboxing qui était chez Trashkov, Ouais, un club, Christian Trashkov de 94, Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, super boxeur, je le bats au point, je le pique au deuxième, il veut arrêter mais il le relance donc il repart, je le bats mais je m'ouvre le tibia sur son coude. Et là mon tibia, 10 points de suture, on voit la chair et tout, le médecin de la soirée, excuse-moi du mot, mais un connard, parce que le mec il met des stéristrips, il me dit de rester comme ça 10 jours, dans la voiture je frotte mon tibia, je roule, on a 300 bandes à faire, je sens que c'est mouillé, j'ai plein de sang, et là je vais aller aux urgences et je me fais engueuler parce qu'en fait il y a 6 heures qui sont passées, les peaux sont mortes, on est obligé de gratter, et là chaque combat je finis à l'hôpital. Parce que 10 tu. points de suture. Ah ouais. Ah, Donc, tu t'es fragilisé. Entre-temps, Daniel m'appelle et me dit tu veux pas boxer Ramon Dekers à Milan? T'as boxé On te donne 22 000 francs. Et je dis ouais bah écoute, mais je peux pas, j'avais les points de suture. Et puis Dekers il me mettait un kick dans la jambe, même si je bloquais. Mais toi, t'avais envie en plus, oui, c'était un rêve quand même, non? Parce que bon, pour moi, Ramon, c'était le top, hein, Ah, mais oui. il était battable. Oui. Parce que tous les tailles, en fait, en Thaïlande, quand ils ont compris comment ils fonctionnaient, lui, c'est un peu la Prestia, quoi, tu me devant. Il lui mettait que des mecs qui tournaient et qui prenaient corps à corps, qui l'étouffaient en fait. Ouais. Parce que lui, il apprenait à pas faire de corps à corps. Ouais. Il apprenait pas à en faire. Ouais. Il se dit comme ça, il s'accrochait et l'arbitre arrêtait. Mais on est d'accord que il nous a fait rêver. Ah bah Ramon. Je l'ai vu boxer super. T'aurais aimé boxer en vrai, hein? Bah oui. Gagnant, perdant, t'en fous. ouais. Et attends, excuse-moi. Il boxe super leg au Lumpini. Ah ouais. Premier round, il lui met crochet gauche, high kick. Ouais. Et pareil, le taille, il compte le taille au ralenti. Et après l'autre, le taille, bon, il a du métier, il remonte, mais là, il l'avait. Super leg de l'époque, hein, pas le super leg d'aujourd'hui. Super leg de l'époque, c'est l'époque de Thierry, de Hollet, de Chalongton. Non. Attends. Ouais. La première, je voudrais quand même te poser une question, parce que toi, t'as rencontré tout le monde. Ouais. T'as même rencontré, enfin tout le monde. La première fois que tu boxes un taille connu, mais genre connu, ça te fait quoi? T'es impressionné ou pas? Ouais. Alors en fait, pour donner alors j'arrive en Thaïlande. Première année, je pars à Phuket avec mon Stéphane. Donc mon premier gamin, moi je suis un gamin, j'ai 17 ans quoi. Donc c'est la première fois de ma vie que je sors de la Normandie, j'arrive là-bas, je vais me baigner, le soir insolation, je finis avec le dos brûlé, de là jusqu'au milieu du dos, j'ai plus de peau. Donc tous les matins, on m'emmène à l'hôpital pour me faire gratter le dos, pour me désinfecter. En fait, tu t'es endormi sur la plage? Ouais. Putain, Mais pas de soleil. Ah oui, parce que c'est les UV. Voilà, et du coup, j'ai arraché ma peau comme ça. Et en plus, si on te faisait mal, t'avais trop mal. Tous les matins, j'avais un pansement comme ça. Donc du coup, voyage, je pouvais pas me faire rapatrier, c'était pas assez grave pour eux. Donc, je rentre quand même. Et après, je repars en Thaïlande et là, je fais mon premier combat au Raja. Putain. Direct. Attends, le Raja de l'époque, hein, d'accord. Hein. Donc en fait, je rentre dans un camp qui s'appelle le Sovorapin. Sovorapin. Il y avait Rajasak, il y avait Krankrai. Attends, hop. Juste une petite parenthèse, excuse-moi de te couper, excusez-moi de vous couper parce que lui il dit des noms. Rajasak, c'était quoi? C'était la pieuvre, c'était vraiment je pense le boxeur qui a battu tous les grands champions. Et au niveau corps à corps, il était comment? C'était le numéro 1. 59 kilos, mais aussi grand que moi quoi. Ouais, tu te rappelles? Tu l'avais ramené en 99 à Paris, ouais. Exactement. Bah, on a une photo avec Fujiwara aussi. Ouais, je l'ai, faut que je te la donne celle-là. Ouais, ça serait cool, ouais. Donc alors vas-y, excuse-moi. Et du coup, j'arrive au Sovorapin. Et au début, les tailles. Au début, je m'entraînais à Thammasat, l'université à Bangkok, à côté du Wat Po. Et il y avait Krudang, le Pao de Wat Noi, qui était vraiment un passe-partout le mec. C'était un parieur, mais il nous emmenait partout. Il nous emmenait voir Michel Noy, enfin tous les anciens, Enfin, c'était vraiment. Là, tu me fais rêver, moi. Ouais. Et après,
Donc Stéphane dit, à l'entraîneur du Sauvo Rapine, il lui dit écoutez, nous ce qu'on veut, on s'en fout de l'argent. On veut qu'il boxe. Donc le mec il entend ça. Ouais, il est content. Hein. Je combats au Raja, comme par hasard, après il y avait des nouveaux tapis, il y avait un nouveau ring et tout, la toile tout avait été changé. Et je fais un combat de merde en fait. Je perds au point. Le mec il met des coups de genoux dans le muscle, tu sais, dans les obliques. Ouais. Je finis mon combat, je perds. Stéphane me dit bon allez, on rentre en courant. Ouais. On rentre en courant. Je dis dans ma tête, je peux pas courir. En plus il fait 40 degrés là-bas. Je prends un toc-toc, je rentre à l'hôtel, je prends mon bain. Il rentre dans la salle de bain, il me dit mais qu'est-ce que tu fous dans ton bain et tout, allez, lève-toi, sors de là, on va courir. Il m'a fait le cours de Sanam Long. Sanam Long Garden. Mais c'est un quartier de Paris, Sanam Long Garden. Je tournais, et là, t'es vraiment nul, tu feras n'importe quoi, je t'avais une opportunité, tu l'as même pas saisi, t'es vraiment rien, un bon à rien, tu feras jamais rien en Thaïlande et tout, j'en prends plein la gueule, j'ai envie de chialer, j'ai envie de rentrer. Ouais. Le lendemain, on prend le bus, on va de Chiang Mai, et là, tous les taxis. Chiang Mai dans le nord. Ouais, tous les taxis s'arrêtent, Fabric et tout, parce qu'ils savent pas dire Fabrice, c'était Fabric Sauvo Rapine. Ouais. Et les mecs sont prêts. Tu prends le nom d'emprunt du camp. Ah ouais, moi j'ai boxé. Moi j'ai pas boxé pour la France. Hein. J'ai boxé pour le camp Thaï. Et voilà, donc du coup mon premier combat, et en fait, en étant passé à la télé, tous les Thaïs m'avaient vu et j'étais hyper, mais... En plus t'es blond toi. Ah ouais, j'étais vraiment, en fait, j'étais le truc rare. En plus les mecs ils me touchaient les poils, si c'était en 80. Ouais, je me rappelle. Maintenant tout le monde va en Thaïlande. Ouais. Mais à l'époque on était quoi? Et toucher les bras, tu te rappelles, ils faisaient chelou, ils faisaient des trucs. T'as des poils, j'étais vraiment l'extraterrestre. Et après, bah du coup, je reste et je commence à boxer. Donc je rencontre Pet Kassem qui avait perdu par KO avec Champatong, un grand champion du Raja. Qui le met KO, en fait il lui met un coup, un middle et un high kick derrière et je le boxe après le mec. Et là, il y a Jason Noy et Samat ce soir-là qui regardent mon combat. Je te mens pas. Et au troisième round, je fais Jason Noy, Samat, Maradona et Pelé. Voilà. On est d'accord. Je peux même pas t'expliquer ce que je fais, je sais pas. Ouais. Mais j'ai une gauche qui part, parce que moi j'avais une bonne gauche en fait, qui part et je pète Kassem par terre. KO. KO. Et le Thaï le compte doucement. Donc il se relève. Le mec, vachement de métier, il était numéro 4 au Raja. Ouais. Et du coup, il m'a mis des high kicks pendant 3 rounds, j'avais plus d'avant-bras. J'ai cru que je suis sorti du combat, j'ai mis les mains dans la glace, j'ai cru que j'avais mon avant-bras cassé, tellement qu'il m'avait fracassé. Et il y a Jason Noy qui arrive avec Samat, il me dit very good. Il me dit en fait, tu t'es fait arnaquer quoi, genre l'arbitre il aurait jamais dû, c'était 1, c'était 2 quoi. Ouais, mais t'as un phalangue. Voilà. T'as un blanc. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, là je me dis putain, Samat qui me dit ça quoi. Ouais. Pour moi, c'était un autre. Oui, on est d'accord. Et après, voilà, donc la carrière commence, je bats tous les classés. Tu te rappelles combien t'as fait combien de combats contre des Thaïlandais à peu près? 42 là-bas. Putain, 42 combats. Raja et Lumpini ou que Raja? Que Raja. Alors à l'époque, pour en venir à ça, le Raja c'était la police et le Lumpini l'armée. Et en fait, ils étaient incompatibles. Ouais. Et la chance, ça s'est fait à la fin. En fait, les premiers combats qu'on voit entre le Raja et Lumpini, c'est Rajassak contre Chalangtong. Ouais. C'est les premières ceintures. Une fois au Raja et une fois au Lumpini. Tu te rappelles de ce combat? Ah ouais. Et c'est comme Chalangtong, c'est du lourd, hein. Ouais, Chalangtong, c'était... Et je me suis entraîné avec lui après à Koh Samui, parce qu'il avait un club là-bas. Ouais. Enfin bref, et du coup, moi je pouvais boxer que pour le Raja. Et je pouvais pas boxer ailleurs, en fait. Comme t'es Thaï, avec les Thaïs, tu peux pas boxer au Lumpini, à Sam Long. Non. C'était avec un promoteur, c'était Sahel Tawanchai. Donc c'était mon promoteur à moi. Ouais. Et du coup, je ne fais que... Il était gentil avec toi? Super gentil. Ah mais moi ils étaient... Putain t'étais sérieux de ouf en plus. Ah ouais, mais à un moment t'es resté longtemps là-bas toi hein. Ouais alors du coup le problème c'est qu'il fallait que je bosse quand même parce qu'il me fallait de l'argent. Mes parents étaient ouvriers, mon père était militaire de carrière, ma mère était ouvrière donc j'étais obligé de travailler en intérim pour me payer mes voyages. Moi je me suis fait... Il n'y a personne qui m'a aidé, je me suis construit tout seul de A jusqu'à Z. La première fois que tu vas en Thaïlande avec Stéphane Salin, tu restes combien de temps? Tu te rappelles là-bas? 1 mois et demi. Un mois et demi pour l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait rien là-bas. Et là, je retourne en Thaïlande, j'ai revu tous les anciens. Ouais. Mes promoteurs, Mr. Lou et Madame Sauvo Rapine, qui ont 87 ans. Ouais, ça, mais elle est encore vivante, Madame Sauvo Rapine. Et elle me dit, tu te rappelles, Stéphane, on était contents quand il partait, parce qu'il me pourrissait la vie. Moi, je suis entraîné 3 fois. Je suis entraîné le matin de 6h à 9h. T'allais courir? Je m'entraînais, je faisais pas haut, corps à corps et footing. Je me rentraînais à 15h jusqu'à 17h30 et à 18h il m'emmenait tous les soirs à l'université pour mettre les gants en anglais. J'avais les lèvres coupées, j'en pouvais plus en fait. Mais t'avais une condition de ouf. Hein. Ah mais toi je l'ai jamais vu fatigué. Ah non.
Jamais. Ah bah non, Elle est encore vivante, Madame Sovarapine. Putain. Ah ouais, Tu sais que c'est un camp mythique, hein, Sovarapine. Du coup, il a fermé, ils ont vendu, là, il y a un hôtel qui a racheté à Sun Road, et il a toujours l'ancien camp. Mais le petit camp, il est celui-là où j'ai boxé moi. Non, c'est fini ça. C'est fini, j'y suis allé, là, il y a plus rien. Et après, si tu veux, là, putain, Mister Lowe me dit, donc le mari de Sovarapine, il me dit, tu boxes, mais ce soir, si tu gagnes, tu deviens numéro 10 dans les moins de 63 kilos. Et tu te rappelles, c'est contre qui? Contre Sanclanoy, pas Sanclanoy, mais Sanclanoy. Et je l'avais vu boxer juste avant, en plus, le mec, il a fait un combat de ouf. Et là, bon, je sais pas si c'est la chance ou pas, je pars, et moi, en fait, j'avais une façon de rentrer, c'était, je mettais une gauche, et en plus, là-bas, c'est du 6 onces. Ouais, donc ça fait mal, hein. Pour ça que j'ai des toits, c'est des mini, c'est presque du MMA, les gars. La blessure de métacarpien, c'est parce qu'en fait, t'as des bandages, c'est des trucs de malade, mais s'ils sont pas en réalité, c'est pas bon pour le point, mais quand t'as ça, t'as un gant qui est comme, c'est des gants de sac. Hein. Et là, le taille, en fait, moi, ce que je faisais, en général, je me décalais, je rentrais, et j'attrapais tout de suite au corps à corps. Et là, premier round, je pars, je le touche au menton, le mec, il tombe, je vais pour l'attraper au corps à corps, il tombe par terre, il se relève, je me déchaîne, donc Salin me dit calme-toi, parce que j'étais déchaîné, quoi. Et en fait, je le mets KO sur un coup de coude au premier round. Donc je rentre dans le classement, photo partout. Ah oui, je passe dans les magazines. Voilà, moi, c'est là que je te vois aussi dans le Muesayam, les magazines thaïlandais. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a écrit, mais. Que je rentre dans le classement numéro 10, le premier occidental. C'est Sovarapine qui tient le bras comme ça, Et en fait, c'est là où on me dit que je suis le premier occidental. Je dis bien occidental pour pas dire blanc, parce que. À l'avant, il y a quand même. Parce que là. Occidental, hein, parce que sinon, il y a Fujiwara qui a été en 78, qui a boxé Popatnoy au Raja. J'en reviens du Japon. Non, c'est pour ça que je veux dire, il y a quand même Fujiwara, il y a eu quand même des Asiatiques. Quand même. Il y a Benirkudez, non, Benirkudez n'a jamais été classé en Thaïlande, mais bon. Fujiwara était champion de Thaïlande. Puis, attention, il a 72 Thaïlandais là rencontrés. Il a boxé quand même Popatnoy. Il le bat, il l'envoie 2 fois au tapis. Hein. Ah non, mais c'était un tueur ce mec. Tu sais que j'étais avec lui là il y a 2 mois. Je l'avais rencontré aussi au salon des arts martiaux. Mais oui, on est avec Rajasa qui est avec toi. Exactement. Et avec Pascal Legli, paix à son âme. C'était, je te rappelle. Toi, tu me fais, je fais moi, putain, Rajasa. Il a été un fou. Pour moi, c'était une légende. Ah, mais c'est toujours. Moi, je me suis vachement modélisé en fait dans des spécifications de boxeur. Mon premier repère pour moi, c'était Kaman. Rob Kaman, je le vois encore, il a 15 ans, il court avec Yann Place. Yann Place. Et je suivais tout ce qu'il faisait en fait. Pourquoi, je sais pas, mais ce mec, et je le rencontre à Pattaya dans sa maison, parce qu'il avait une maison à Pattaya il y a 5 ans. Et le mec, toujours très sympa. Souriant, et beau gosse. Un amour. Beau gosse. Bien sûr. Pas son âme aussi. Ça, c'était vraiment lui, en fait, ça a été vraiment lui mon moteur. En Europe. Hein. Et après, en Thaïlande, c'était Sanclanoy. T'as le style un peu Sanclanoy. Et Nokvit Devi, c'était. Mais c'est vrai que c'était un peu le style de Sanclanoy. Tu sais, genre un peu comme ça. J'adorais. T'as tourné avec lui un peu ou pas? Non, jamais. Je l'ai rencontré, on s'est rencontré à la fête du roi, à l'époque, il y avait les combats. Jean-Charles boxait là-bas. Bien sûr. Il était là-bas, Et puis après, donc du coup, je passe numéro 7. Numéro 5, et au numéro 3, je rencontre aujourd'hui un mec qui a un camp énorme en Amérique qui s'appelle Kunpon, qui est devenu champion du Lumpini, parce qu'après il y a eu l'Alliance et du Raja après l'avoir rencontré. Après mon père décède. Donc là j'apprends ça 3 jours après. Ma mère essaie de me joindre, il n'y avait pas encore les portables à l'époque, on était encore dans les téléphones avec les fils. Elle n'arrive pas à me joindre et c'est un mec qui m'appelle, qui me dit que mon père ça va pas, faut que je rappelle ma mère. Ma mère me dit il est décédé chez moi en 89. Et là, je devais rentrer. J'ai pas pu rentrer pour l'enterrement ni rien, donc j'ai pas vu du tout, j'ai rien vu, tout ça. Et on me fait boxer quand même. Mais j'étais pas dedans. En fait. Tu sais, les tailles, c'était ton père il est mort, tu vas avoir un héritage, si tu veux, tu peux investir en taille. Ils s'en foutent de ton père est mort, mais c'était. Ils pensaient. Mais vraiment, c'était. Tu peux investir avec nous. J'étais choqué sur le moment. J'ai dit putain, le mec il me parle là-dessus. Ils ont pas de bienveillance là-dessus. Mais parce que la mort c'est pas comme nous. Eux, pour eux, il y a une réincarnation. La mort pour eux, on n'est pas du tout dans le même délire. Non, pas du tout. Ils ont pas les mêmes codes. Mais c'est pas méchant. Mais ils le disent avec comme ça. Mais ça casse le moral un peu. Du coup, je boxe un taille qui était très fort et là je perds. Je perds parce que j'ai le mec qui vient. Il monte sur le ring, il me donne un papier, je vois, si tu mets KO au premier round, 20 000 bahts. Parce que moi j'avais des primes
Je prenais 60 000 bahts, 70 Tu 000 prenais bahts. des machines à laver, des trucs comme ça, t'as gagné des Ouais, trucs et comme j'ai ça gagné surtout des billets, en fait, je sortais. avec les billes dans la bouche. Voilà. Ah. En fait, les parieurs m'appelaient, Ouais. ils me donnaient Hop, 15 000, 20 000 bahts ouais, comme c'est ça. à l'époque, ça. 20 000 bahts, le Ouais. mec, j'aurais- C'est énorme pour l'époque. Ma femme, on a été en Thaïlande ensemble et elle me dit, on passe dans la rue et le Thaïlande me dit, Fabrice, ça va la peine. Et le mec il me dit, grâce à toi j'ai acheté un restaurant, grâce à toi. Parce que les mecs, en fait, ils ont tellement parié sur Ouais. moi qu'ils ont gagné plein d'argent. Enfin bref, donc je prends un coup de T'étais coude. casse-couille à boxer aussi. Hein. T'étais chiant. Ah bah ouais. Parce que c'est pas un boxeur frontal. Alors- Toi, c'est pas ça. Ah non. Non, t'étais chiant. Alors moi, j'étais pas trop aimé en France dans ma boxe parce que c'était pas du Rocky quoi. Ouais. C'était pas Stallone. Ouais, non. Moi, c'était stratégique. Ouais, stratégique. stratégique et tactique. Moi, c'était de dessouder le mec sur le temps, Ouais. de manière à ce qu'il ait plus d'énergie et après Ouais. j'attaque. Mais c'était une Bah, t'as stratégie. une bonne anglaise. Ouais. Et puis le corps à corps en France n'était pas aussi riche qu'en Thaïlande. En Il y Thaïlande, avait toi et il y avait Bruno Benlabed, encore à corps. Vous puis, étiez deux très... Farid Kenich aussi. Oui. Après. Non mais, ouais, mais Farid Kenich, oui, c'est vrai. Parce que Farid était. Tu sais on a grandi ensemble avec Farid. Hein. c'était un truc Ouais, lui, par contre, lui, il t'attrapait, c'est fini. Hein. C'est mort. Et il y avait ça en fait, et au corps à corps, on a été vraiment les références. Et du coup, je battais tous les tailles. Ouais. Je les épuisais les tailles. Ouais. Mais je cherchais pas à gagner moi par KO. Je voulais, donc du Ah, coup, t'avais une bonne anglaise quand même. Hein. très bonne anglaise. Ouais. À l'anglaise, c'était Les low kicks aussi, t'avais des bons low kicks. exactement. Mais surtout l'anglaise. Par contre, excuse-moi, hein, t'as jamais été le roi du high kick. Hein. j'ai- Jamais. Et je T'as me jamais mis un high kick. Ouais. Et justement, quand je combats Gravenberg, Ouais. au 5e round, je lui mets un high kick et Salin il me dit putain le mec il fait des high kicks maintenant. Parce que j'en faisais jamais, parce que j'étais pas souple en fait. Ah, mais non, jamais, je t'ai Ah, jamais vu. moi, là, Plus haut que ça, j'ai tu sais jamais vu. qu'en étant moine maintenant, je galère à fond pour ouvrir mes jambes. Je suis obligé de faire du yoga pour ouvrir moi mes hanches parce que j'ai jamais levé la jambe très haut. Ah non, mais je t'ai jamais vu mettre des high kicks, frère. Mais je m'en foutais. Je sais. Mais- Par contre, t'avais des bons low kicks. Hein. Puis, surtout l'anglaise, quoi. J'avais une gauche que je voyais pas partir. Les gens ne comprenaient pas quand je leur disais le mec il tombe, mais je sais pas ce que j'ai fait. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Ouais. Et tu mets un coup, des fois, c'est Tu dis, ça marche. l'automatisme, il est là. Tu vois le mec tomber, tu dis, mais en fait, ma gauche, comment elle est partie Ouais. Je l'ai pas programmée parce que pour moi, T'as essayé de travailler dessus. répétition. Ouais. Moi, si tu veux, c'est comme un basket. Hein. Le Jordan, il faisait 500, à chaque entraînement, il faisait 500 paniers alors que les autres, ils rentraient chez eux. C'est pour ça que le mec, il arrivait, il mettait un 3 points. Moi, je faisais, tout le monde rentrait et je faisais 3 quarts d'heure. Dès que je faisais ça, je partais. En fait, c'est quoi la boxe? La répétition. Hein. Répétition, automatisme, c'est travail, quoi. Ouais. Il n'y a pas de C'est- secret, on est d'accord. Hein. Pas de secret. Aujourd'hui, ils sont un peu pressés quand même. Hein. Fabrice, Ouais. t'as été champion de France. Ouais. T'as été champion de France une fois. Ouais. Champion d'Europe 4 fois. Ouais. T'as été champion du monde. Ouais, De Muay Thai ou de kick? Muay Thai. Ouais. En 98, À Marseille. à Marseille. Ouais. Une organisation de. Rick Romeas. Ouais. Et il y avait, donc j'avais ramené Krenkrai qui boxait ce soir-là, Nikema. Et Et Nikema l'a battu. on était fort, Stéphane. Qu'on embrasse. Je crois qu'il lui a mis un coup de coude dans la. Il l'a ouvert. Très fort. Ou en anglaise. Il le met KO, je crois en anglaise, parce que Stéphane, il avait une super. Ouais, il cogne, hein, Stéphane. Ah, mais Stéphane, c'est- Ah, mais Stéphane, moi j'adore. Ah, Stéphane Nikema, ça rigole pas. C'est des légendes. C'est le Stéphane Diesel Nikema, Boy. c'est. Ouais. Le Black Diesel. Ah, ouais, il a boxé Samsung, il a boxé tout le monde. Il a boxé tout le monde. Alors, Et du coup, je deviens champion du monde la même année que l'équipe de France de foot devient champion du monde avec Zidane. ah oui, 98, ouais, ouais. Et ouais, c'était marrant de voir que. T'as été une fois champion du monde? Après, j'arrête. Ah, mais t'avais une longue carrière déjà quand même. Hein. J'avais 200 combats à l'appui, et puis bon, j'étais fatigué, j'avais 34 ans, je me suis dit, il faut que j'arrête. Ah ouais, t'avais 34 ans à cette Ouais, époque-là, ouais. ouais, j'arrête parce que j'en ai un peu marre de. Ça devenait dur Ouais. l'entraînement, je commençais à être fatigué. Puis je voulais pas tirer sur l'ambulance, tu sais, souvent on fait des combats de trop. Et bon, j'ai voulu me préserver. Parce que derrière ça pousse. Hein. Bah ouais, et du coup j'ai fait donc passer un tronc commun et après un BPGEPS qui était Muay Thai. Alors là, tu m'as ramené des trophées. Alors mon trophée, celui-ci, Alors, on va parler de celui-là. donc c'est le Nine Kalantom. Alors, Mae Kwanamtom, c'est. En fait, Nine Kalantom, dans le Muay Boran, Ouais. c'est celui qui a sauvé plusieurs fois La Thaïlande. Ouais. Ouais. Par contre, Contre les envahisseurs contre les birmans. Birmans. Par exemple, les Birmans, ils avaient envahi Ayutthaya, qui était Ouais. l'ancienne capitale Ouais. du Siam, et Nankalantong va défier Ouais. Les meilleurs boxeurs. Meilleurs guerriers. du roi de Birman. Et lui dit, écoute, si je bats, j'ai un film là-dessus, Ouais. que j'ai en noir et blanc, qui est génial. Enfin, il dit, si je bats l'élite birmane, tu quittes notre pays, tu nous redonnes notre... Et il lui dit, ouais, Alors, c'est une légende ou c'est vrai? c'est vrai.
Tu crois que c'est vrai? Ah ouais, c'était au XIe siècle. Hein. Ah oui, donc oui, c'est récent. Et du coup, le roi lui dit ouais, vas-y, je te donne des femmes si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas. Et il bat. Ouais. Alors, on dit une dizaine, on sait pas. C'était un très grand guerrier, hein, Magnum Dom, Ouais, très technique. Du coup, il bat donc. Donc le roi de Birman retourne en Birmanie et il devient l'entraîneur même de l'élite birmane. Bien que l'élite birmane, ouais. Et en fait, c'est vrai. Ce trophée, c'est Putnolek, la légende Putnolek qui a battu Pupatnok. Putnolek, oh, il est mort il n'y a pas longtemps. Putnolek, il est mort il y a 2 ans. Ah, je savais pas. Ouais, après il est parti dans le sud. Il a fait un combat de 100 millions de bahts. Oh, c'est un truc de... Ils ont boxé Vichennoy et Putnolek à 70 balais. Hein. Ah, putain. Ils ont fait un combat. Ah, je l'ai vu, il y est sur YouTube. Et t'as vu comment il est méchant, Putnolek, dedans. Et il a le Putnolek, seum, hein. tu sais ce que c'était ce Putnolek, son truc, c'est qu'il arrivait très près, il mettait les mains sur les épaules, les gants, sur les épaules des boxeurs, et il mettait un kick très près. C'était ça son arme, en fait. Et lui, ce jour-là, comme il venait m'entraîner, après, quand il a vu mon combat que j'avais fait un super combat ce jour-là pour la place de numéro 3, le taille, je me demande s'il n'était pas. Parce que tout ce que je lui mettais, il était mort à la fin des rounds, il revenait, il était au taquet. Ah oui, je te jure, je l'ai. Ah, on saura jamais, hein. Il a été compté 3-4 fois dans le combat. Enfin bref, et il m'offre ce trophée. Alors pour moi, si tu veux, c'est vraiment important parce que. Pour toi, c'est le plus beau trophée. Voilà, et après, donc tous les ans, le 17 mars, en Thaïlande, il y a la fête de Nai Kanam. Alors moi je me rappelle le 17 mars, Jeannot a boxé au Raja contre Orono que tu as connu, et c'était la fête de Nai Kanam Dom, et là le Raja il était plein à craquer, et dehors c'était la fête, il y avait des petits écoliers qui faisaient des techniques et tout. Exactement. Et ça c'est magnifique. Regarde Anto, regardez, ça c'est magnifique. Voilà, ça c'est alors je sais pas comment on dit, Nai Kanam Tom. Ouais, Kanam Tom avec un DT. Ça, c'est la belle chose. Alors là, ici, regarde. Ici, on a des trucs de ouf. C'est tes ceintures de champion d'Europe. Ça, c'est 90, je crois, non? 1990, donc regarde. Ça, c'est celle contre Dida. Ça, c'est contre Dida Diafat, qu'on a eu ici, qu'on embrasse. Voilà. Voilà. Et après... Celle-là, c'est champion d'Europe toujours. Ouais. 90 encore. Donc, c'est contre Gravenberg. Gravenberg, le Hollandais. Quel boxeur aussi. Quel boxeur. Moi, j'aimais bien ce boxeur. Ah ouais, sûr. Ça, c'est 1992. Donc ça, c'était contre Laïc, le fameux... Ouais, elle est belle, celle-là. Le fameux Yougoslave. Est-ce que tu as remarqué, c'est les ceintures de champion d'Europe, mais c'est comme le champion du Lumpini, un peu. Exactement, ouais. Ah, c'est les mêmes, avant, hein. c'était comme ça, les ceintures. Celle-là, c'est de Raja, celle-là, c'est Lumpini. Alors ça fait Lumpini, Raja, pardon, et ça, c'était le Lumpini. Voilà. Ça, c'est le symbole, le logo du Lumpini de l'époque. Ouais. Et du coup, tu vois, Anto, ou pas? Voilà. Alors, puis celle-là aussi, elle est belle. Hein. Ouais, ça, c'est champion d'Europe 1900... Il y a la date ou pas? Je vois pas. 91. Voilà, donc là... Elle est belle, hein, aussi, celle-là. Voilà, et donc du coup, ça a été pour moi la récompense de mon travail. Ah bah oui, hein. Est-ce que tu penses que si Stéphane, il avait... Parce que tu as un travailleur, toi, un acharné quand même. Ah oui. Et si tu n'avais pas poussé, tu penses que tu aurais été si loin ou pas? En toute honnêteté. Je sais pas. Parce qu'en fait... après, Stéphane, c'était un passionné. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un prof il faisait tout ce que je faisais. Hein. Il s'entraînait comme moi, il courait avec moi, il faisait le corps à corps avec moi. Enfin, il a fait des combats, lui, un peu? Non, en fait, Stéphane, il a été en BF, donc c'était un très bon technicien. C'est un bosseur, Stéphane. S'il est comme moi, en fait, c'est mon entraîneur, c'est un peu... laborieux, c'est un travailleur. C'est un mec qui travaillait. Il a boxé en Thaïlande, je pense, une fois ou deux, mais on n'a pas trop d'historique sur son passé. Mais en fait, c'était quelqu'un qui avait une super réflexion sur le... Il savait, en fait, comment battre mes adversaires. En fait, le mec, il étudiait l'adversaire et il me préparait la stratégie qu'il mettait, ça marchait tout le temps. Ouais. Si je l'écoutais, je gagnais. Ouais. Si je l'écoutais pas, si je commençais à faire le franjo, je fais ce que je veux, je prenais des coups. Mais le fait que tu sois au Piscine Chai... Ouais. Sauve rapide. Excuse-moi, je parle du Piscine Chai. Je sais pas pourquoi je parle du Piscine Chai. C'est bien aussi le Piscine Chai à l'époque. Hein. C'était quelque chose quand même. Ah, putain. Mais Sauve rapide, c'est bien, c'était à Bangkok, c'est bien, c'était en plein cœur. J'étais en plein dans Khao San Road. Ah, Khao San Road, c'était bien. Hein. Le fait que tu boxes pour un camp, est-ce que tu devais écouter tes maîtres thaïlandais ou Stéphane? Alors, ça, c'est pas évident. Hein. Alors, Stéphane, il était là quand je boxais dans le coin.
Mais les Thaïs, j'avais vraiment confiance en eux parce que c'est pareil, j'avais plusieurs PAO qui sont morts malheureusement maintenant, que j'ai essayé de revoir. Mais il y a GT qui était. Ah, GT il est vivant encore? Ouais, on s'est vu, il a 64 ans là. Ouais, c'est un phénomène. Un super prof. Voilà, c'était mon prof en fait. Donc du coup, non, les stratégies Thaïs sont Thaïs. En fait. Le seul truc au début qu'ils avaient du mal avec moi, c'est que je te disais, c'est que je bougeais beaucoup sur le ring. Et eux, ils aimaient bien les combats statiques, c'est face à face, très frontal. ancré, très frontal, très de profil. Moi, j'avais une garde de 3/4 un peu à l'anglaise, toi. J'étais complètement différent. C'est ce qui a fait ma force aussi. Puis là, tu te déplaçais latéralement en plus. Moi, je me rappelle, tu faisais clic, tout le temps. Puis après, des fois, tu revenais de l'autre côté et tout. Ah non, t'étais chiant. J'étais insaisissable en fait, parce que c'était le but. Parce que dès que je m'arrêtais, je prenais des coups. Je mangeais quoi en fait. T'as entendu ce qu'elle a dit? Dès que je m'arrêtais, je prenais des coups. Bon, je continue à courir, comme ça, je prends plus de coups. Voilà. Alors, comment ça se passait la relation entre les maîtres de camp et Stéphane? Comment c'était un peu galère ou ça allait? Alors, en fait, ils étaient juste contents quand ils partaient. Ouais, bon, ça allait pas trop quoi. Non, parce qu'ils voyaient bien que il était trop quoi, c'était trop. Donc du coup, ils voyaient bien que moi j'étais usé, que j'étais fatigué, que j'avais besoin de repos. Et ils comprenaient pas qu'en fait, il fallait que je me repose. Quoi. Et est-ce que tu avais fait des fractures de fatigue, des trucs comme ça? Non. Ça t'en sort bien parce qu'avec la fatigue, tu sais, je casse. Mais je m'entraînais beaucoup. Et toi, c'est arrivé de dormir genre 10, 15 heures, 20 heures d'affilée? Non. Oh putain. J'étais pas un dormeur. Là, tu dors maintenant? Non. en fait, moi, alors quand j'arrête après, le problème quand j'arrête, c'est que j'ai pas préparé ma reconversion. Et je fais n'importe quoi en fait. Je travaille en discothèque, je travaille la nuit, je rencontre le monde de la nuit, et je me dis, il faut que je sorte de ça. Et j'ai la chance, sur mon chemin, de tomber dans le bouddhisme. Et ça a changé ma vie. Mais sinon, j'ai eu un laps de temps où ça a été... tu sais, quand t'es boxeur, on te prend pour garde du corps, on te prend pour... tu vas sauver le monde. Quoi. Ouais. Alors, et juste pour revenir, faire une petite parenthèse avant de parler de ta reconversion dans le bouddhisme, que tu sais très bien que j'adore, parce que je suis très... j'aime ça, j'accroche beaucoup à ça. Comment ça s'est passé les paris? Est-ce que toi, tu pariais pour toi? Non. Jamais? Non, mais par contre, donc short bleu... T'es pas favori. Short rouge, favori. Coin rouge, coin bleu, c'est challenger. Donc c'était ça. Et en fait... Toi, t'étais bleu, t'étais rouge des fois. Voilà. Mais le truc, c'était... Ce qui était affolant, c'est que les parieurs venaient te voir avant et te disaient, si tu gagnes, on te donne tant. Il y en a qui te donnaient des thunes? Ah ouais. Ah, des fois, t'avais des parieurs qui venaient te donner des thunes. Ah, ils venaient pas me donner des thunes, ils m'appelaient. Quand je descendais du ring, ils t'appellent. Non, ils faisaient comme ça. Et ils te mettent, bon, c'est pas très hygiénique, mais ils te mettent... Dans la bouche. Dans la bouche, 20 000 bahts. Putain, c'est énorme. Mais 20 000 bahts pour l'époque. 20 000 bahts plus ta prime. Donc c'est de l'argent de poche. C'est vrai que tu t'en sortais avec ça? Ouais, alors j'ai gagné plus d'argent presque en Thaïlande qu'en France. Bah oui. Mais je gagnais, je sais pas ce que ça représentait, à l'époque 70 000 bahts, parce qu'en fait, les Thaïs, ils prennent 50% de ta prime. Donc si tu prends 70 000 bahts, ça veut dire que tu gagnais 140 000 bahts par combat. C'est énorme. Et eux, ils savent gérer leur argent, parce que quand t'es Thaïlandais, c'est pas les mêmes prix. Ah bah non. Et du coup, non, je vivais bien, j'étais bien, j'avais... Alors tu dormais où? Au camp? Non, au début je dormais au camp. Parce que je voyais moi des photos, tu dormais dans le camp avec la guitare et tout ça, là, les trucs, les moustiques. Je dormais à côté des chiottes. Ah putain, des chiottes turques. Ouais. Et franchement, c'était moustiques. Horrible. Puis bon, les Thaïs, des fois, le soir, ils prennent de la Singabière. Ouais. Le soda water avec la... Et puis fumer en traite aussi, hein. Et du coup, moi j'étais pas là-dedans, donc du coup, je prenais un guest house, que je revois encore maintenant, ça s'appelle Rani. Donc Ocean Road, et en fait je dormais là-bas, donc j'avais une... mais c'était tout petit à mon avis. Trop bien, j'avais 10 mètres, 20 mètres à faire, j'étais vraiment à côté. Et une fois quand j'avais des gros combats, Madame Vorapine me faisait venir chez elle, parce qu'ils avaient l'air conditionné, et j'avais une chambre où je dormais chez eux. Ouais, elle était gentille, elle. Elle était dure, hein. Attends, une fois un truc qui me revient, une fois je vais combattre contre pour le numéro 3, je sors du camp, et j'avais complètement oublié qu'on roulait à gauche. Et du coup, je fais pas gaffe, il y a un bus qui me prend de côté, qui me prend la poitrine, les poignets pour monter, il roule, et il me prend, il me défonce, quoi. Et je tombe par terre, je me explose le coude. Putain, ils m'ont emmené, alors le bus s'est même pas arrêté. Non, bah non. En fait, ils m'ont emmené voir les masseurs, tu sais, avec les trucs à herbe, là. Je crois que c'est 2 jours après. Et alors, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Mais tu vois, c'est pour te dire qu'ils étaient vraiment là pour moi, quoi.
Oui, c'était là pour toi, mais en Après, même temps, tu leur. Ouais, là, il y a les deux côtés en Thaïlande, c'est ça. Hein, J'aurais fait gagner de l'argent. Hein. Voilà, parce pas- qu'elle aurait pu te faire dormir chez elle un peu tous les jours, un peu, madame. Hein, on est d'accord. Oh, franchement, là-dessus, ils ont été cool. Bon, Alors, après, attends, il se passe un truc Ouais. dans ta vie. Tu pars dans tous les sens après tes combats, après ta carrière de boxeur. On ne voit plus trop, on te voit de temps en temps dans les galas. Hein, t'as vu, on se voit, t'as vu, on se croisait, tout ça. Ouais. Et d'un coup, tu rencontres un truc magnifique, un truc qui va bouleverser ta vie, c'est le bouddhisme. Ouais. Donc là, du coup. Le bouddhisme thaïlandais ou bouddhisme thaïlandais au début? En fait, je pars en Thaïlande et je vais rencontrer. Alors, avant ça, je rencontre Krulek, mon maître, de D'accord. Muay Boran, D'accord. qui va toujours dans un temple qui s'appelle le Wat Kasukim à Sukhothai. Donc, J'adore cette vie, ce côté. et du coup, je lui dis, j'aimerais bien y aller. Donc, je reste là-bas un mois, en laïque. Donc, je suis habillé en blanc. T'entraînes et tout? Non, là, je m'entraîne plus. Là, je médite Hein? tous les jours. Et je leur dis, en partant, j'aimerais bien devenir moine. Ils me disent, ouais, si tu veux devenir moine, il y a ça, les règles, donc les préceptes. Ouais. Et entre-temps, je m'entraîne donc chez Krulek, où là, il m'apprend le Boran. Le Muay Boran. Vraiment, mais j'ai galéré. Hein. Ouais. En fait, ce qui s'est passé pour le Muay Boran, pour revenir si tu veux là-dessus, le Muay Boran, c'est grâce à Ombak. Ouais, Ombak le qui Ombak. sort 3 ans avant Ouais. en Thaïlande, avant de venir en France. En fait, c'est Luc Besson qui a racheté les droits Ouais. d'Ombak pour le faire en France, mais le film en Thaïlande fait un carton. Et là où, en fait, à l'époque, le Muay Boran était juste enseigné aux élèves, des élèves qui étaient en université, qui voulaient connaître un peu la culture, comment les Thaïlandais avaient réussi à rester toujours indépendants, ils vont vers cette culture. Mais il n'y a pas de prof, parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner, en fait. Ouais. Ça reste... Et Ombak fait ressortir tous les profs. Donc, tu as Yotong, Ouais. qui joue dans le film. Ouais. C'est vrai qu'il joue dans le film. Ouais, il est en train de dire, Quel il maître, dit quel les prises, il dit les prises, il dit Quel- Batalupok. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, il dit des ouais, trucs. bien Enfin, sûr. bref, Yotong, et Attends, après je rentre. on dit qui c'est Yotong quand Ouais, même. en fait, c'est l'entraîneur de Samat et de Cantaloni, Cantaroni. mais c'était un génie. Hein, il a créé aussi un style de Muay Thai. Hein, C'était un monsieur, hein, Ouais, quand c'était j'étais là-bas, j'en ai pris plein la tête. Et après, par contre, il y a eu tous les businessmen du Moran qui ont voulu faire de la thune et qui ont fait n'importe quoi. Ouais, on Donc est ça- d'accord là-dessus. Hein. Fabrice, bon, non, on va pas se mentir, en France, même en Europe, t'es le numéro 1 du Muay Boran. Il y en a quelques-uns aussi, je connais en Allemagne, qui est Ouais, pas mal. ouais. Il y a aussi en Italie, chez Marco De Cesaris, Ouais. qui est pas mal. Hein. Ouais, c'est plus du Muay Boran. Bon, il n'est pas rentré dans les détails. C'est Muay Boran, Muay Thai un peu. Voilà, Ouais, il fait d'accord. des combats là-bas, lui, ça. Ouais. Ouais, mais bon, t'es un vrai maître du Muay Boran. Tu peux nous expliquer en quelques mots? Alors, le Muay Boran, en fait, c'est l'ancêtre de la boxe thaï. D'accord. En fait, c'est depuis 11 siècles, en fait, il y a longtemps. Et en fait, il y avait 4 styles. Donc le sud, l'est, l'ouest Et le nord. Donc ça, c'est répertorié. Et chaque style avait vraiment une boxe. C'est-à-dire Genre qu'il y avait Muay Chaya, Muay Praya. il y avait le Lompori, il y avait le Korat, le Muay Chaya et le Muay Luang. En fait, le Luang, c'est le royal. En fait, c'est un peu un tout. Et comme il n'y avait pas de déplacement à l'époque, chacun s'identifier un peu à la zone, dans l'environnement où ils étaient. Ouais. Par exemple, le sud, c'était le tigre. D'accord. Et donc le chaya vient de la c'est- posture du tigre. C'est pour ça que c'est très explosif. Il n'y avait pas un roi là-dedans? Le roi tigre? Voilà. Prachaoswa? Exactement. Et après, il y avait le Muay Korat, où là, c'est que les jambes. Donc ils avaient des bandages très longs. Tu vois, il y a les... Ouais, c'est jambes, vrai, ouais. Parce qu'ils travaillaient beaucoup les jambes. Donc ils bloquaient avec des cordages. C'est vachement bien fait. Et le chaya, par contre, c'était l'inverse. C'était très épais au niveau des bras parce qu'il y avait beaucoup de points et beaucoup de blocages. Mais c'est un truc de fou. En fait, donc pendant tout ce temps, il y a du Muay Boran en Thaïlande. En 1925, il y a trop de morts. Parce que c'est un art martial. On est d'accord, jusqu'en 1930, le gouvernement il dit stop. Il dit stop. Parce qu'il y a des morts, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a En fait, rien. ça se passe sur la terre battue, Ouais. il y a un cercle, ils mettent une corde. Ouais, c'est comme donc la le boxe. ramoué Ouais. qu'on avait à l'époque, Ouais. c'était un peu l'échauffement Ouais. donc on appelle ça le Yan Sam Kun, Ouais. la marche des 3 joyaux. Et c'est comme ça C'est que beau. les Thaïs s'échauffaient. Ouais. Et après ils se rencontraient, mais là c'était. Il y avait Pas de catégorie de d'arbitre, poids, il n'y pas avait rien. de temps. Oui, il n'y avait pas de temps. Jusqu'à qu'un mec qui tombe KO. Mais le problème, c'est qu'il y avait des mecs, ils étaient petits, grands. Exactement. Il y a eu des morts, hein. Voilà. Et en 1925, la Thaïlande décide d'arrêter le Muay Boran. Ouais. Et là, ils se disent pendant un an, il n'y a plus rien. Ouais. Et là, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils ont repris les règles de la boxe anglaise. Exactement, Ils ont en pris un ring, 1931, 32. Ils ont pris les rings, les temps, Ouais, ils sont pas chronomètres, fichus, hein. les juges, les Ouais, arbitres. ils ont fait pareil. Et là, ils enlèvent Élégant. toute la partie du Muay Boran s'en va. Et ils gardent 30% du Muay Boran, qui devient la boxe sportive qu'on fait aujourd'hui. Oui, bien sûr.
Mais toutes les frappes, toutes les prises, Cognac, Panang, Cognac, Jackling, en fait, les étranglements, casser le cou de l'éléphant, bah, toutes ces prises qui tuent, en fait, sont arrêtées. Ouais. Et on garde le minimum. Donc aujourd'hui... Oui, parce qu'après, il y a la boxe qui est venue se greffer dessus. Et à mon regret, aujourd'hui, c'est que je m'aperçois que dans les salles de boxe, les gens n'expliquent pas ça. Ouais. Aux gens qu'il y avait le Muay Boran, qu'il y avait cet ancêtre. Tu vois, au judo, quand tu rentres dans une salle de judo, tu as le maître qui a amené le judo en Europe. Kano. Voilà. C'est expliqué. Ouais. Un élève de 7 ans, tu lui dis c'est qui Ah, lui, c'est le maître qui a ramené. En boxe style, le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait. Ça. Ouais. À regret. Après, ça, c'est la culture. Parce que ce qui est arrivé en Europe, c'est la boxe sportive. Bah, en fait, la boxe sportive en Europe, elle arrive pourquoi? Elle arrive dans les quartiers sensibles. Ouais. Ce qui a sorti des grands champions. Oui, bien sûr. Les Danny Bill, tous les grands champions des quartiers nord de Paris et tout. C'est parce qu'il y a eu cette boxe, mais il n'y avait pas la culture avec. En fait, c'était vraiment le pur box style. Ouais. Il n'y avait pas cette culture. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est important pour moi. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai voulu connaître. En fait. Ouais. C'est pour ça que c'est devenu une arme redoutable. Et j'ai fait des démonstrations en 2008 à Bercy, je me rappelle. À la Nuit des Champions. Là, le festival d'arts martiaux de Bercy. Je l'ai refait en 2011 et en 2013, où il y avait aussi Jérôme Le Banner qui était là. Et on fait 3 fois 3 interventions où ça cartonne à fond, c'est 3 minutes à fond, tu peux pas te planter en fait. Et là, en fait, les gens commencent, alors je fais plein de stages, et les gens se disent putain, t'as fait des stages chez moi. Ouais, bah, j'ai je t'ai mis des photos. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un truc, quoi. Ouais. Et tout vient de là. Parce que s'il n'y avait pas eu de Muay Boran, il n'y aurait pas eu de Muay Thai. Bah non. Alors après, il y a une divergence entre le Muay Boran et le boxe Khmer. Et attention, la boxe birmane. Parce qu'on dit qu'elle descend de la boxe, boxe birmane, on va aller plus loin, la boxe Karen, l'ethnie Kaïn, tu vois, qui ressemble étrangement au Muay Thai. Hein. Exactement. Étrangement. Exactement. Et après, là où c'est important de savoir, c'est que dans le Muay Boran, il n'y avait pas de corps à corps. Ah ouais. Pas de corps à corps. Le corps à corps, il est arrivé avec qui? Tu te rappelles, on s'était parlé un jour. C'était pas les fameux frères bretons qui venaient de la boxe? C'est ce que j'allais te dire. Tu vois. En fait, au XVIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a plein de fresques où on voit des marins bretons. Exactement. Qui sont en train de faire de la lutte bretonne. Ouais, Argourel. On en déduit qu'en fait, le corps à corps peut avoir une influence par ces bretons. Oui, parce qu'eux, ils n'avaient pas de percussion. Exactement. Et quand ils arrivaient... Et à l'époque, donc c'était la FMDA, avec Jacques Mérès, Patrice Nebou, et qui me disent... bon allez vas-y, va en Thaïlande si tu veux et tu ramènes le Mai Muay Thai. Bon j'arrive là-bas, je dis Mai Muay Thai, tout le monde me dit Mai Muay Thai, ça veut dire ancienne technique de boxe Thai. Ouais. Il me dit c'est le Muay Boran. Donc je suis revenu avec le Muay Boran. En réalité personne ne connaissait ça ici. Vraiment. Et aujourd'hui... Il y avait même le Mai Sisok. T'as connu le Mai Sisok? Ce qui s'est passé quand je suis revenu, j'ai commencé à faire des stages à Montpellier pour les premiers BPGEPS en fait. Ouais. Et je faisais la partie Muay Boran. Et après, la FMDA est tombée, ça s'est arrêté. C'est dommage que c'était une belle fédé au début. Je pense qu'il y avait vraiment un beau potentiel. Et après, j'ai continué à faire des stages partout. J'en fais partout toute l'année. Ouais, je vois. Et je développe, en fait, je forme et je développe pour que les gens puissent, avec leur diplôme de Muay Thai, intégrer le Muay Boran comme la culture. Et il y a le Muay Boran, mais il y a aussi le Krabi Kraman. Ouais, c'est les armes. 9 armes blanches. Ouais. Donc le Maxok que je te parlais tout à l'heure, ça fait partie du Krabi Kraman. Et du coup, j'ai un pote qui est à Chiang Mai, qui s'appelle Pedro, et qui est un Espagnol. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas, et lui, il développe ça, et ça s'appelle, alors j'ai trouvé ça super, le nom qu'il a donné à son école, ça s'appelle le Muay Thai Sangha. Sangha en Thaïlande, le Sangha en pali, ça veut dire la communauté. T'as le Bouddha, le Dharma. Ouais, la communauté du Muay Thai. Voilà. Mais la communauté entière. Voilà, et du coup, je travaille là-bas, je fais des interventions, mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est indispensable d'avoir des connaissances. C'est bien ça, moi et de ramener des techniques. Ouais. En fait, non, puis de parler de la culture thaï autour du Muay Thai, c'est une partie intégrante. C'est ce qu'a fait toujours Yotong. En fait, Yotong, l'entraîneur de Samat, il a toujours eu cette image du maître. Ouais, du grand Ajahn, un grand Ajahn. Un grand Ajahn qui faisait voir les anciennes techniques tout le temps, à fond. Voilà, donc du coup... Donc là, tu rencontres des maîtres de bouddhisme. Ouais, du coup, tu veux être moine. Je deviens moine. Et tu as réussi à être moine. Je suis moine. Mais il y a des... Alors, tu es moine novice, donc tu as 10 préceptes à respecter. Les moines qui vivent là-bas, ils ont 280 préceptes qu'ils doivent répéter tous les mois à la pleine lune. Donc tu te rases la tête qu'à la pleine lune, et tu dois méditer,
Donc c'est une méditation qui s'appelle Vipassana, qui est très puissante. Et du coup... Tu médites toute la journée? Voilà, mais comme je suis marié, je peux pas rester moine parce qu'on renonce à tout. Ouais, tu renonces à... Donc je retourne en Birmanie. Tu peux pas renoncer au ham-ham? Ah non, tu renonces à tout en fait. Ouais, mais toi tu renonces pas. Ah non, mais tu peux pas, parce que moi j'ai une femme, je suis marié avec elle. Ouais, donc tu peux pas, parce que sinon elle va te quitter. Bah ouais, je l'aime aussi. Bah oui, bah oui. Et ça fait longtemps que t'es avec elle, hein? Ouais, ma femme, c'était mon coach, ça a été au bord du ring partout. Ah ouais, ça fait quoi? Ça fait 20... Combien? 25 ans. Ouais, c'est ça, hein. On l'embrasse? On est ensemble depuis 89 en fait. Ah donc ça fait 25 ans, tu rigoles, ça fait 35 ans. Elle connaît toute ma vie de boxeur, elle a toujours été à côté de moi, c'était la secrétaire du club en fait de l'époque. Et on a vécu ensemble, on a fait des trucs de malade. T'as des enfants, Fabrice? Ouais, de mon côté et de son côté. Mais bon, sa fille, c'est comme ma fille en fait. T'as combien d'enfons? J'en ai 2 et on a 2. Ah, c'est bien. Et t'es en contact et toi avec... Pas avec mes miens, mais avec sa fille, on est vraiment très proches. J'ai des petites filles, on a une bonne famille quoi. Ouais. Et du coup, pour finir, donc je reviens et là, je pars en Thaïlande, je pars en Birmanie, je demande à être moine en Birmanie. J'ai vécu un truc de malade là-bas. J'adore, j'y suis allé moi. Voilà, et après je repars au Cambodge et là je refais une session et après je reviens et je pratique à fond. C'est-à-dire que je fais des retraites de Vipassana où tu passes 3 semaines où tu parles pas. En reclus. T'as pas le droit de parler, tu ne lis pas, t'as pas de téléphone, t'écris pas. Est-ce que tu as un contact extérieur? Rien. Tu es enfermé dans un centre. C'est pas dur? Non. En fait, tu travailles. Et c'est ce que je disais une fois. Je me dis Mike Tyson, s'il s'était assis sur un coussin, je crois qu'il aurait plus pleuré que sur un ring. Ouais. Parce que tu te rends compte, en fait, tu as toutes les souillures, les impuretés de ton corps qui remontent et tu dois observer en scannant ton corps. En fait, tu scannes et tu observes les sensations sans réagir. Et ça, je fais ça depuis 12 ans. Là, je reviens d'un... Ouais, tu m'as appelé. Ouais. Je reviens dans 3 semaines, là. Et maintenant, tu repars bientôt, en plus. Ouais, et là, maintenant, je suis dans le bouddhisme zen. Alors voilà, le bouddhisme zen, c'est plus japonais. Voilà. Donc, tu vas partir au Japon. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a le côté martial qui m'a beaucoup plu dans le bouddhisme zen, parce que c'est très ritualisé. Ouais. Au début, ça me prenait la tête, mais je me disais, en fait, quand tu rentres dans un temple, tu as une poutre par terre. Et tu dois passer par-dessus la poutre. Donc, c'est la première prise de conscience de revenir à l'instant présent. Et tu dois saluer de telle façon. J'adore l'instant présent dans le bouddhisme. Il y a vivre son instant présent. Voilà, il y a plein de codifications. Et j'ai rencontré un super maître qui s'appelle Philippe Coupé, qui m'a vraiment donné une leçon de vie, parce qu'on a à peu près la même vie, parce que c'est un mec qui a vraiment une vie... Un ouf, il m'a raconté, c'était un ouf. Et aujourd'hui, il a 86 ans, je vais le voir ce soir, là. Et en fait, il va m'ordonner au mois de février, donc au Mans, je vais dans un retrait, dans une séchine, on appelle ça dans le japonais, et je vais devenir moine. Alors, tu es déjà moine bouddhiste, hein? Oui, alors là, je vais être moine, et là, je m'engage avec le maître. En fait, il y a une partie où tu t'engages avec le Bouddha, donc tu t'engages à respecter la vie... Les préceptes de Bouddha. Et là, tu t'engages avec un maître à vivre dans une sangha, dans une communauté. Et du coup, le fait de... Alors moi, mon nom de moine, c'est Ningen. Ningen, en japonais, ça veut dire... Ah, c'est pour ça que j'ai vu, tu as changé, ouais. Ouais, ça veut dire patience originelle. D'accord. Ça veut dire ça. Et du coup... est-ce que tu vas... Ça se rapproche quoi? C'est du bouddhisme zazen, ça se rapproche du shintoïsme, c'est quoi? C'est vraiment... c'est comme le bouddhisme ordinaire, sauf que dedans... on est dans le Mahayana au lieu du Theravada. Le Theravada, c'est vraiment la racine où tu t'éveilles pour toi. Ouais. Et dans le bouddhisme japonais, le premier vœu du Bouddha, du Bodhisattva, c'est aussi nombreux que soient tous les êtres, je fais vœu de les sauver tous. Oui, c'est la communauté. Hein, voilà, on ne s'éveille pas pour nous, mais pour les autres. La communauté humaine. Voilà. Fabrice, on a fait l'interview de ouf. Ouais, c'est tu sais que moi je suis super content que tu sois venu, il était temps quand même que tu viennes. Ouais. Parce que ça fait un moment. Hein. C'est un privilège par toi aussi, parce qu'on parle des autres, mais faut pas oublier ce que tu as fait. Hein. Ouais, mais toi, c'est ce que tu as fait, toi, c'est quand même... Un des pionniers, un des ancêtres, et puis qui a formé quand même des sacrés champions. Merci. Et puis notre ami Jean-Charles, que j'adore. Qu'on va aller voir tout à l'heure. Ouais, et qui a montré quand même tout ce que tu as pu lui apprendre. Ouais. C'est du boulot. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Bon, le problème, c'est que tu n'habites pas à Paris. Ah, ouais. Ça, c'est... Voilà. Et puis, tu pars en retraite. À chaque fois, on devait se voir. Tu m'as dit non, je pars en retraite. Ouais. Moi, je pensais que tu allais partir à la retraite, carrément. Mais non. En tous les cas, je suis super content que tu sois venu. Ouais. Dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, toi et moi, si tu permets, on va montrer aux gens le Moué Boran, parce que moi, j'adore Moué Boran. Et tu nous expliqueras tout ce que tu nous avais dit dans l'interview, si ça te dérange pas. Mais il faudra que tu reviennes. Ouais. Ça, c'est chiant. Bon, dès que tu peux, hein, tu reviens. T'inquiète, on fera ça. Merci beaucoup. Merci à toi.
c'était vraiment... Merci, c'est un bonheur. Alors là quand même, là vous voyez, vous le voyez comme ça, il est chauve, il est gentil, il sourit. Il a quand même 200 combats. Il a cassé pas mal de bouches quand même. Attends, on a cassé des bouches. Ouais. Fabrice Payen, c'est comme Joe Prestia. Tu montes sur le ring. Tu sais quand est-ce que tu montes, mais tu sais pas quand est-ce que tu descends. Voilà, ça c'était lui, c'était un bon boxeur. Je voulais faire juste un petit clin d'œil à mon maître, parce que j'ai un maître aussi qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Taha Assouna, qui vit en Égypte, qui était en France avant, et c'est mon maître de Qigong et de médecine chinoise. Et c'est grâce à lui qu'en fait le Boran a pris son essence en énergie interne. Le Qigong c'est énergie interne, tu fais bien. Eh ben on l'embrasse d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Muay Thai mon vôtre. Muay Thai mon vôtre.